Donc, on installe des postes à San Pedro et autres, tout ça, etc. Sachez que les peuples ivoiriens, je dis quand on parle, quand on dit qu'ils sont les peureux, c'est des histoires, donc, se sont battus. Hein? Donc, vous avez, par exemple, les crews qui ont attaqué des postes. Donc, les TEPO engagent des hostilités en 1889. La résistance, les Blido, elle tient à 3 colonnes répressives. Bon, je ne vais pas lire tout ça. Vous avez les Ouais, avec les Dents qui vont résister jusqu'à la création du PDCI. Dans l'Ouest, les opérations militaires contre les résistants des Dents, Touré et Ouais, commencent en 1910 et se poursuivent jusqu'en 1913. En 1914 et 1915, il y a encore, il fallait vraiment des opérations de police pour, comment on appelle, ratisser, tuer les populations et mettre Mans sous l'administration militaire, celle de tous les pleurs de Taï, Vares Air, ça va, c'est jusqu'en 1946. Au nord, les Koulongo, les lobbies, qui étaient englobés dans le royaume de Bouna. Donc, elle va finir en 1920. C'est là que les lobbies sont défaits. Les Kouébéo, les Daou, les Dida, les Moronou, les Sabou vont conclure des alliances sous la direction du chef Yagé pour résister aux Français. Donc, je ne vais pas citer tout ça. Et après ces quelques résistances que je viens de citer, et la liste est non exhaustive, que va faire la France? Elle va déporter les leaders. Non seulement ils seront remplacés par des hommes sûrs, à savoir des collabos comme on le connaît, hélas, de nos jours. À la fin de donc je lis encore une partie de ce qui est écrit, de 1901 en 11, l'écrasement militaire de la résistance, l'occupation et le quadrillage du pays, le regroupement des villages sous le contrôle des notables sûrs, la destruction de près de 25 000 fusils et de l'internement en Mauritanie et au Dahomey de 182 meneurs, chefs, féticheurs et chefs de guerre mettent fin au soulèvement armé dans le pays baoulé. 182, on les envoie, d'autres en Mauritanie, d'autres au Bénin, en Dahomey. Mais on ne va pas là-bas pour les installer quelque part, on les met dans des prisons. Donc 182 chefs, enfin 2 personnes du peuple baoulé. En pays BT, il y a Zoukou Belit que vous savez, connaissez. Les Agnis, leur résistance va cesser jusqu'en 1908. Les principaux chefs Agnis qui s'étaient opposés aux Français et qui ne s'étaient pas suicidés, comme Akachewa et Ebrahim Boté, sont arrêtés et déportés au Sénégal. Vous voyez? Les Akiés, après leur édition le 1er décembre 1909, les chefs et les notables Akiés qui ont résisté sont condamnés respectivement à 10 ans et 5 ans d'exil dans le Basse-Cavali. Donc on en voit dans d'autres régions. Certains sont même déportés en dehors du territoire ivoirien. Les notables d'Akoupé, Kotobo et C, ce sont les notables, ils s'appellent d'Akoupé, ils s'appellent Kotobo et C, Kadiou, Bédé et Dré. Ils sont condamnés à 2 ans à Port-Étienne en Mauritanie. Les Adjoukrou, après l'occupation, ça je fais un clin d'œil à mon frère Okosisi Baba Nicolo, les villages de Toupa et de Mopoyem, le 9 décembre 1930, campements aux alentours sont détruits dans la même journée. Les résistants à Djoukrou sont arrêtés et condamnés à la déportation. Le chef de guerre Dibi est condamné le 24 juin 1910 à 5 ans d'exil à Port-Étienne, c'est-à-dire en Mauritanie. Degouro, la fin des opérations en septembre 1913 permet une pause qui conduit à remettre le pays Gouro sous administration civile. Le chef de guerre Sereblebi Bamblou est arrêté et exécuté en 1915. Blitombi Goré, chef de guerre de Bonois, est condamné à 10 ans d'exil à Port-Étienne, toujours en Mauritanie. Les Ébriers, en fait, leur vrai nom c'est les Kamans. Le chef du village d'Adjamé, Yapi Akpakpa, est arrêté en septembre 1901 pour insoumission et incitation à la révolte et déporté au Gabon où il mourra. Les Abourés, le roi de Bonois Aïu Nobou, chef du village d'Adjeou, Okiemou, Kakou et Kadjo Amangou sont arrêtés et condamnés à la déportation au Gabon. Les 2 derniers reviendront d'exil en 1910, tandis que le dernier y décédera. Donc voilà, j'ai fait un peu cette petite ouverture pour que vous compreniez, pour que vous le sachiez,
pour dire que, contrairement, ça, je prends le cas de ce petit enclos qu'on appelle la Côte d'Ivoire, mais dans tous les enclos africains, il y a eu de la résistance. C'est vrai, je suis sorti un peu de mon sujet, mais pourquoi vous comprenez effectivement que lorsque vous résistez, excusez-moi, à la France, on va vous parler de sentiments anti-français. Et cela va peut vous conduire à être déporté si vous n'êtes pas assassiné. Vous voyez? Et c'est ça qu'il s'agit. Et donc, ici, ma question, parce que, comme je l'ai dit, puisque nous sommes dans une posture défensive, on attend, ils attaquent, nous, on répond. On attaque, on défend. Et pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, pourquoi j'insiste dessus? Parce que c'est un cas d'école. Parce que les gens avaient décidé qu'il devait mourir. Mais malheureusement, il n'est pas mort. Et aujourd'hui, ils ont fait une tractation. Parce que ce qu'on lui reproche, il n'y a rien que ses écrits. On lui a collé un sentiment anti-français. Mais il a simplement demandé, comme le roi Béhanzé, comme d'autres rois, de pouvoir permettre à ce que son peuple puisse jouir dignement du fruit de leur travail, qui est le fruit d'une terre qui leur a été léguée par leurs ancêtres. Mon frère Kémy Séba, lors de son interpellation après qu'il n'a pas pu entrer au Sénégal, ça va ma soeur, oui. Donc après qu'il n'ait pu rentrer, mais il a expliqué, quand vous avez des avions qui partent, presque 90%, 90%, ce sont les Européens. Or, nous quittons le territoire. On nous dit, c'est un continent d'avenir. Pour nous dire, pour le moment, ce n'est pas votre tour, c'est notre tour. Nous, on part. Et à la tête de nos États, on a mis des hommes liges, des hommes qui ont pour objectif d'empêcher que nous puissions nous-mêmes, de manière autonome, plus réfléchir. On a l'exemple en Côte d'Ivoire de M. Alassane Ouattara. On a l'exemple au Togo de ce plaisantin qui est M. Faure. Donc, je disais, j'ai écrit sur ma page, voilà un monsieur, après avoir passé 15 ans, il dit qu'il est candidat pour 5 ans pour la prospérité du Togo. 15 ans, tu n'as pas pu rendre le Togo prospère, et c'est 5 ans qui vont te permettre de rendre le Togo prospère. Ce n'est pas possible, monsieur. Des gars, il dit que tu n'as même pas gagné les élections. Nous avons, et c'est pour cela que nous mettons en garde M. Alpha Condé. Nous pensons qu'il va être sage et ne pas se mettre dans des problèmes, puisque la Guinée, ce n'est pas lui seul, hein, les Salim Diallo et autres, tout ça, toute cette clique Sidi Diallo, qu'il part, la Guinée regorge des enfants, des filles et des fils dignes qui sont capables de mener à bien l'économie. Tous ces gens-là, ce sont des parvenus qui sont dans un système france-africain. Moi, pour moi, c'est le balayage total de tous ces gens. Nous avons au Gabon la dynastie de, comment on appelle, Ouma Bongo, où le monsieur, c'est malheureux, il est atteint d'un AVC, mais qu'on le fasse se reposer. Mais regardez comment, de manière indigne, on le promène, on lui dit, il va faire un meeting. Quel meeting il peut faire? Qu'on soit sérieux. On n'a jamais souhaité la maladie à quelqu'un. Si ce monsieur, il est malade, donnez-nous la possibilité qu'il vive dignement, qu'on lui donne une pension, il a été serviteur de l'État, et que de manière simple, qu'on rentre dans une transition avec des élections claires simples, et que les Gabonais choisissent la personne qu'ils veulent, et c'est tout. Mais que de continuer de ridiculiser l'Afrique. Au Cameroun, vous avez le vieux père Biya. C'est vrai, sur ce point-là, je ne suis pas en phase avec certains, mais oui, on dit Biya aujourd'hui, celui qui permet de résister. Je dis non. Biya arrivant au pouvoir, on sait comment. Puisque l'UPC, et c'est là, vous voyez le rôle dangereux qu'a joué François Mitterrand quand il était ministre des colonies. Je n'ai pas dit que Houphouët-Boigny n'était pas assez majeur, hein, mais il s'est laissé conseiller par les Fleming et autres, tout ça, et ils ont abandonné l'UPC. Hein, les Umniombe, les Moumiers. L'UPC qui était une branche assez intéressante au sein du RDA, le Rassemblement démocratique, a été abandonné.
ayant été constitué au Cameroun par l'administration coloniale comme étant un parti hors la loi, qu'a fait le RDA? Le RDA les a exclus aussi. Ce qui a fait qu'ils étaient livrés à eux-mêmes et les gens ont commencé le travail que vous connaissez jusqu'en 1974. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un homme de la tranche de Ahidjo qui est sorti de nulle part, qui était un des bouffons, on l'a mis à sa place. Mais à un moment donné, Ahidjo a voulu voir clair, on lui a collé une maladie. Comme nos dirigeants africains, ils ne font confiance à aucun de nos cadres. Ahidjo va en France, où là-bas, on lui diagnostique une maladie. Et on lui dit, pour ne pas que ça s'aggrave, il faut créer un système d'avoir un vice-président. Remplace-toi le temps que tu puisses guérir, tu vas revenir. Et c'est comme ça, il a mis Paul Biya en 1982. Or, il n'avait rien. Quand il vient, il est là en consensus, il va là-bas, vous n'avez rien. Mais il veut revenir, il dit à Paul Biya, c'est assis, la France au côté de lui. C'est pour cela, la fois dernière, le vendredi, j'ai dit à un frère camerounais, je ne sais pas que je le mette en garde, j'ai dit, faisons attention. Quand la biche va se plaindre auprès du lion pour dire, lion, tu es roi de la forêt, il faut dire à la panthère d'arrêter de nous agresser. On se dit, est-ce que la biche réfléchit? Parce que si la biche va voir le lion, roi de la forêt, pour lui dire, il faut dire à la panthère d'arrêter de nous manger. Parce que chaque fois, on a le stress, etc. Le lion va dire, ok, j'ai compris. Il y a deux choses qu'elle va faire. Soit, c'est de la métaphore, soit elle va voir la panthère pour lui dire, ah, voilà, comme je suis le roi et que j'ai ces fonctions-là, je suis obligé d'écouter tout le monde. Donc la biche est venue se plaindre pour dire, ah, tu l'agresses. Que va dire la panthère? La panthère va dire, toi et moi, on est carnivores. On mange de la viande. Si on ne mange pas la biche, on va manger qui? C'est ça qui nous nourrit. Donc, quand vous vous levez pour aller dire à M. Macron de voir comment faire partie, comment on appelle, Paul Biya, c'est la même chose. Macron n'est pas nouveau. Ce n'est pas parce qu'il est plus jeune que nous. Il est dans le système. Hein, le carcan qu'on a constitué, c'est dans l'évolution de la grandeur de la France. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Attention, attention dans nos activités, dans ce que nous faisons. Ne disons pas, oui, M. Macron vient, hein, Paul Biya, ou bien M. Macron vient, il y a Ouattara, M. Macron vient, il y a Fort. Non, non. C'est comme la biche qui va demander au lion de dire à la panthère de l'arrêter de manger. Non. Monsieur Macron, pourquoi sa première visite en Afrique, il va voir les militaires au Mali? Pourquoi? Pourquoi? Il faut que nous nous posions des questions. Voyez? Donc, chers frères, chères sœurs, pour vous dire quelque part que nous devons être vigilants dans ce que nous faisons. Donc, je fais cette vidéo, je ne sais pas combien de temps ça a mis, et je ne voulais pas excéder. Donc, je vous ai donné ces informations. Est-ce que nous sommes partants? Parce que je vous ai parlé aussi de l'acte, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce bouquin-là, vous pouvez l'avoir. Je l'ai eu par chance comme ça quand je suis à un Cartara. Je vous ai dit ce qu'on appelle l'acte de Bruxelles, qui a été signé le 2 juillet 1890 et mis en vigueur le 2 avril. Oui, en fait, ils ont décidé que nous, les Africains, eux qui viennent nous agresser, on n'a pas le droit d'acheter des armes pour nous défendre. Ça fait rire. Oui, les Européens. Je vais... Vous allez rire. Hein. Et ça, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que ils ne voulaient pas qu'on se défende. C'est comme toi, tu veux frapper un enfant, tu dis, il ne faut pas vraiment mettre la main pour se protéger. Ou bien il ne faut même pas qu'il pleure. Vous voyez? Donc, le décret qu'il va être mis en vigueur, comme je l'ai dit, donc, il va permettre à ce que on ne puisse pas avoir des armes. Donc, je vais le lire, nous sommes à la page 53, les dispositions de l'acte. L'acte général de Bruxelles fut signé le 2 juillet 1890, puis soumis à l'approbation des parlementaires pour sa ratification. Les chambres d'État constitutionnelles ne le sanctionnèrent que 2 ans après la signature,
ce qui entraîna sa mise en vigueur le 2 avril 1892, alors que l'article 99 stipulait que le présent acte sera ratifié dans le délai qui sera le plus court possible et qu'en aucun cas on ne pourrait excéder un an. Cet état de fait a été dû aux lenteurs des discussions parlementaires qui montraient les intérêts divergents que suscitait le programme de la conférence de Bruxelles. La France n'a déposé sa ratification que le 2 janvier 1892 et les autres dates peu après à la même période. L'acte va consacrer donc cet article et à la règlement. Donc, l'acte de Bruxelles qui dit donc on ne doit pas importer. Donc, le traité de Bruxelles n'interdisait pas l'importation des fusils de traite. Donc, l'objectif, ça veut dire que pour préserver les intérêts des puissances exportatrices de type d'armes, Angleterre, Belgique, France, notamment des villes anglaises qui s'étaient rébellées contre la prohibition de leur vente en zone africaine. Et d'ailleurs, c'est le lieu aussi de le dire. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de la résistance du peuple baoulé. Je ne suis pas allé loin, mais je vais aller un peu plus loin. Pourquoi le peuple baoulé a été ce peuple résistant? Parce que, je parle sous le couvert de mes frères baoulés qui me regardent, la reine Ablopokou est originaire de Sakassou. Et je pense, si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui, c'est la famille Anoublé qui est la descendance. Il y avait quelques temps, mais comme il y a 20 ans, je ne suis plus au fait, je ne sais plus si c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple bien organisé, il y a l'oncle d'Oufoué Boigny, Nana Kwasi Ngo. C'est lui qui a trahi le peuple baoulé. Oui, Nana Kwasi Ngo. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis son neveu à l'école, Oufoué Boigny. Et Nana Kwasi Ngo a été tué en 1908 par les baoulés parce qu'il était traître. Voilà comment le peuple baoulé a été vaincu. Puisque, malgré le fait qu'on ait attrapé des gens, etc., ils se sont organisés. Et le peuple baoulé a été, pour beaucoup, dans la résistance de Samori. Parce que Samori, regardez la position du Nord, Samori ne pouvant plus être pourvu, le peuple baoulé ayant des peuples voisins, puisque je vous explique, avec les Ghana, le Ghana qui était sur l'emprise des Anglais, qui voulaient, c'est business. Donc les baoulés achetaient des armes pour le compte comment on appelle, en pièces détachées, et ils les faisaient transiter, en fait, donc, pour caricaturer, donc les gens de Samori envoyaient de l'argent aux frères baoulés bien organisés qui allaient acheter des armes qui venaient d'Angleterre et ils les faisaient partir. Et c'est ce qui a permis à Samori de résister. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire, on ne peut pas inventer. Donc, voilà comment, contrairement à ce que les gens racontent, on n'arrivait pas à commercer. C'est des histoires dormies debout. Vraiment des histoires à dormir debout. Le problème des langues, c'est des histoires dormies debout. À l'Union européenne, on a l'espagnol, le portugais, le hongrois. Et ils communiquaient comment? Même dans le petit pays où je suis en Belgique, vous avez les Wallons, les Flamands et les Germanophones, ils communiquent comment? Et nous, on est là, on nous dit, chez nous, on nous dit on a un problème ethnique et on est content. Quand c'est en Belgique, on dit, ou bien en France, on dit c'est un problème linguistique. Quand il y a le problème, enfin, ou bien problème de compréhension entre le baoulé et le bété, ou le baoulé et le djoula, ou le baoulé et le sonoufo, on dit c'est ethnique. Quand c'est un problème entre, parce que ce que vous oubliez, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, si vous allez en France, vous avez les Flamands, dans la région de Dunkerque. Donc, et en France, la langue française, je dis bien la langue française, a été instituée en 1850, non, en 1539. Celle-là, elle a été imposée en 1539. C'est en 1539, parce qu'on appelle l'édit de Cotteret, qu'on a imposé la langue française. Mais de 1539 jusqu'en 1780, la fameuse révolution, la France comptait près de 600 et quelques langues. 630 langues, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, je suis sûr que quand je vais vous dire, vous n'allez pas bien assis, vous pouvez aller vérifier maintenant si vous voulez. Ou vous attendez après, vous allez sur Google, vous tapez. Quelles sont les langues qui, depuis 2000, je dis bien 2014, sont acceptées en France? Vous savez, il y en a combien? 81 langues. On appelle ça comment ils appellent ça même, des dialectes et autres, tout ça, etc. La France compte officiellement 81 langues, c'est-à-dire 80 langues plus le français. Ça vous surprend? Quand vous allez en Dunkerque, oui, ça vous surprend. Officiellement, vous tapez maintenant, vous regardez, je vous dis encore 3-4 minutes, vous regardez. En 2014,
le Sénat français a pris la loi pour dire que la France va compter 81 langues, c'est-à-dire 80 langues plus le français. Donc, ne soyons pas timorés en disant, oui, en Côte d'Ivoire, par exemple, je prends de la Côte d'Ivoire que je connais, cet enclos-là, on a 60 ethnies, c'est trop. Mais en France, ils sont comment? La langue française n'est même pas une langue qui vient de chez eux. Puisque les Francs, on n'arrive même pas à les déterminer leur position. On parle qui sont liés aux Allemands, ce ne sont pas de cousins germains. Cousins germains. Vous voyez? Les Francs qui ont servi avec l'Empire romain, au niveau, si on en sentit à leur risque, qui étaient des collabos, après, sont venus s'imposer parce qu'ils étaient les plus avancés. Et ils sont des cousins des Allemands, des Germains. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont établi leur capitale à Aix-la-Chapelle, qu'on appelle Arène. Donc l'Empire franc s'est établi. La capitale était à... C'est-à-dire, après la Belgique, en allant... après la Belgique, donc, vous imaginez, c'était tout cet empire-là. Donc le français, le franc, et c'est pour ça que je suis étonné. Nous, on se dit que nos ancêtres sont des Gaulois. Les Français ne disent jamais que les ancêtres sont des Francs. Pourquoi les Français ne disent pas que nos ancêtres, les Francs, puis disent nos ancêtres, les Gaulois? Parce que les Français n'acceptent pas les Francs comme leurs ancêtres. Ils utilisent la langue des Francs, mais ils n'utilisent pas, ils n'acceptent pas comme les ancêtres. Non, ne soyons pas surpris, ne soyons pas... Apprenons l'histoire des autres. Vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de merveilles. Le français, je dis, a été imposé en 1539. 1539. Une autre fois, je parlerai de ça. Donc, voilà. C'est pour cela que je dis, il y a beaucoup de choses que nous devons connaître. Donc, je reviens à l'acte. Donc, on dit, donc, on ne peut pas avoir des armes de guerre, on ne devait pas vendre des armes aux Africains pour se défendre, mais on pouvait avoir des armes pour aller conquérir, pour aller faire la traite, c'est-à-dire pour aller faire de l'esclavage. Donc, l'acte de Bruxelles recommandait aux puissances coloniales de prendre des mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des armes à feu et des munitions par leurs frontières intérieures. Ça, c'est chapeau, ça. Vous voyez, là, comportait plusieurs lacunes terroristes. L'Afrique du Sud n'était pas concernée, puisque l'Afrique du Sud, c'est les bouts qui sont écrasés nos parents, ce qu'on appelle les bouts. Voilà. Donc, voilà quelques éléments auxquels je tenais à vous faire cas. Surtout, donc, vous avez vu, je vous ai parlé du roi Béazin. Je te claque mon bisou. Sonaki Sona. Voilà. Donc, il faut que nous le sachions. Je reviens, donc, j'ai parlé un peu du cas du président Gbagbo, du ministre Charles Goudé, parce que aujourd'hui, c'est le cas d'actualité. Et nous, logiquement, d'ici le 7, on doit attendre le verdict. Et comme nous sommes dans une posture, on attend qu'on nous dise, oui, ça va, on attend. Quand après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais terminer pour dire aux uns aux autres que si nous pouvons utiliser des outils pour dégager à la tête de nos États tous ces gens corrompus, n'hésitons pas. Ils ne sont pas des gens de bonne foi. Vous avez vu l'acte négatif qui a été perpétré par le RHDP en France. Oui, il faut que nous nous mettions la pression. Pas parce qu'on aime Soro, mais parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'échantillon que vous voyez là. Si déjà, vous voyez ça, même, ça dit que même à l'extérieur, ils font ça, qui va aller faire les élections en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas, ils vont tuer. Donc, nous devons dire, ce acte-là, plus jamais ça, qu'on arrête. Alors, ne rêvons pas. Si nous ne sommes pas conséquents avec nous-mêmes, rien ne sera. C'est pour ça que j'appelle ici et maintenant, les résistances africaines et les résistances surtout ivoiriennes. On avait proposé, la plateforme de l'opposition ivoirienne, des organisations ivoiriennes du Benelux, demander à ce que nous occupions. Nous allons faire des manifestations devant les ambassades en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est le lieu. C'est le lieu. On va lancer encore un appel. On espère que les gens, pour qu'on puisse effectivement, un samedi, ensemble de manière éclatée, qu'il y ait des manifestations pour deux choses. Un, plus jamais, parce que ce qu'on a vu avec le jeune Ibra, ce n'est pas acceptable. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit Soro. Parce que ça, ce n'est pas bon. Deuxième élément, c'est la question des cas dentaires à laquelle je reviens. Mais je ne vais pas sur le plan politicien. Mais attendez, on confond deux choses. Il y a un élément qui est très important, avoir sa pièce d'identité.
Et l'autre élément, c'est une question de pouvoir être recensé pour aller faire des élections. C'est pas lié. Pourquoi on veut conditionner le fait qu'un citoyen puisse avoir un droit qui lui est dû à des élections? Dans les pays qu'on dit en Europe, je me lève, je vais faire ma carte d'identité. Et quelque chose qui est assez remarquable, c'est que tous les Ivoiriens vont avoir leur même carte d'identité. Là, je prends le mot à ma tante Georgette. Ils vont avoir le même jour, toutes leurs cartes d'identité périmées le même jour. C'est impensable, c'est pas possible. Ça veut dire que tout le monde se joue à faire la carte d'identité le même jour. Ça veut dire qu'ils sont nés le même jour. 5 ans après, non, c'est pas possible. Donc, s'il y a un travail à faire, c'est de permettre à ce que quelqu'un qui a envie de faire sa carte d'identité, qu'il aille la faire. Ça n'a rien à voir avec la question électorale. Merci mon frère Charlie. Ça n'a rien à voir avec, comment on appelle la question électorale. Comment on est en train de, ça dit, nous abrutir. Et on est là, oui, carte d'identité. Non, la carte d'identité, c'est à l'administration. Ça dit, je vais à l'administration, j'ai mon extrait d'acte de naissance, on me demande les documents. Je la fais. Il y a un montant administratif qui est payé, il y a un thème, je fais, fini. Maintenant, si j'ai envie de voter, si moi j'ai envie de voter, je vais faire ma carte d'électeur. L'autre, le premier, c'est une obligation d'avoir des pièces d'identité. L'autre, il n'y a aucune obligation. Si je veux voter, je vote. Si je n'ai pas envie de voter, je ne vote pas. Mais on ne peut pas lier deux choses qui ne se collent même pas. Et là, j'interpelle l'opposition qui ne fait pas attention à ça. Pourquoi? Et qu'on devait se battre. Et là, je vous demande à vous tous, nous devions avoir chacun de nous notre carte d'identité. Quand on vient en Europe, c'est pas ça. Est-ce que nous, on se bat pour avoir les papiers pour être électeur? Non. Pourquoi alors, en Côte d'Ivoire, pour prendre le cas de ce cas, on se bat, on veut que les gens aient leur carte d'identité qui va servir des choses. Oui, ça peut servir, mais je n'ai pas envie de voter. Mais je dois avoir ma pièce d'identité pour montrer qu'effectivement, j'ai les documents requis. Ça, c'est quand même un minimum. Pourquoi cette confusion? Pourquoi? Voilà. Et je le disais, il y a une vidéo que j'ai... Grand frère Olivier Guédé, sois le bienvenu, merci. Je disais, il faut qu'on arrête ce genre de jongle qui est là. Nos gars nous font recenser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on se batte. C'est pour ça que j'appelle beaucoup de personnes dans la société civile. Raphaël dit, je te salue. Beaucoup de personnes dans la société civile. Parce qu'on est dans les partis, on a une vision électoraliste. Or, quand on n'est pas dans un parti, on a une autre vision. Ça veut dire que moi, je me bats. Je veux qu'on me recense pour qu'on puisse savoir qui je suis, quels sont mes besoins. On ne me recense pas pour que je donne ma voix. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Chers frères, chères sœurs, c'est sur ça que je m'arrête et je vous salue et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Bisous et à très bientôt. Merci.